l'association, même je pense que c'est la première fois qu'on aborde un sujet relatif à la gestion des données, par exemple, en l'occurrence pour la souveraineté des données au Canada. Donc, aujourd'hui, nous aurons trois conférenciers ou trois panélistes qui vont discuter d'une feuille de route pratique pour les sciences de la vie à travers un cloud privé québécois. Donc, le webinaire est enregistré et va être disponible sur demande auprès de Noémie et il va être aussi sur notre chaîne YouTube chez Bio-Québec. Donc, aujourd'hui, on aura trois panélistes ou trois intervenants. Le premier à nous livrer du contenu sera Charles Tremblay, qui est directeur de compte chez LeaseWeb Canada, qui a plus de 30 années d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, qui a accompagné plusieurs organisations au Canada et aux États-Unis dans le domaine de la cybersécurité, la conformité et la gestion du risque technologique. Ensuite, c'est Frédéric Landry, cofondateur de Solutions Innovex, qui prendra le relais. Donc, Innovex est une société de conseil basée à Montréal qui se consacre à garantir une utilisation efficace et conforme des technologies dans les secteurs réglementés, évidemment, y compris les sciences de la vie. Frédéric apporte une expertise approfondie en gestion des processus et en gouvernance technologique. Il compte plusieurs années d'expérience avec les startups et 20 ans d'expérience dans le développement de produits, gestion informatique et les opérations, est spécialisé dans la traduction de technologies complexes en constante évolution, telles que le cloud et l'IA. Évidemment, très capable de nous parler des stratégies pratiques et prête à être auditée et qui fonctionnent dans le monde réel. Et enfin, nous aurons l'occasion d'entendre André-Anne Chevalier, qui est présidente de Vigilance Santé, Andréane est une leader visionnaire qui fait avancer les technologies de la santé avec audace, rigueur et ambition. Depuis 30 ans, Vigilance Santé développe des bases de données cliniques et des logiciels d'aide à la décision afin de faciliter l'excellence en gestion de la thérapie médicamenteuse. Donc, j'imagine plus le côté de l'utilisateur que Andréane nous fournira. Donc, les solutions de Vigilance Santé soutiennent les professionnels de la santé partout au Canada et optimisent les soins et la sécurité des patients. Vigilance Santé poursuit sa croissance et accélère l'innovation en santé technologique, donc, comme je disais, la perspective de l'utilisateur. Et Andréane, tournée vers l'avenir, mise beaucoup sur la technologie et l'intelligence artificielle pour développer des solutions concrètes et responsables qui améliorent les pratiques et la qualité des soins. Alors, voilà nos intervenants pour ce matin. Sur ce, je vais céder la parole à Charles Tremblay. Merci beaucoup. Oh, Merci j'ai beaucoup. oublié de mentionner, vous êtes invité à noter vos questions dans la boîte de chat et à la fin du webinaire, nous aurons l'occasion de les poser à nos intervenants et en espérant obtenir des réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, point important à noter aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas seulement un sujet technologique, c'est un sujet qui touche vraiment la conformité, la gouvernance, la gestion du risque et la capacité de défendre ses choix devant des auditeurs, des partenaires ou des autorités. Donc, quand on fait des choix d'architecture, ça a des impacts par rapport à comment on va pouvoir défendre ces choix technologiques-là vis-à-vis de nos partenaires. Ça peut être des clients aussi. Les clients peuvent avoir des exigences sur certaines normes de sécurité, puis on aura aussi Andréane qui pourra élaborer un peu plus sur cette réalité-là. On veut aussi que le cloud comme tel, c'est souvent un peu mal compris. Souvent, on va imaginer souvent que c'est un endroit, puis on va avoir l'occasion de démystifier ça aujourd'hui. Dans les sciences de la vie, justement, ce faux sentiment de sécurité parfois lié au cloud peut avoir des conséquences qui peuvent coûter cher. Donc, il existe une approche, puis on va le voir avec la présentation de Frédéric, qui va vous permettre justement de défendre vos positions à ce niveau-là. Donc, les objectifs vraiment de la présentation aujourd'hui, c'est comprendre comment les systèmes informatiques fonctionnent dans les environnements réglementés que sont ceux des sciences de la vie et les risques auxquels ces données-là peuvent être exposées. Comprendre pourquoi la présence au Canada d'un service cloud ne signifie pas nécessairement la souveraineté des données. Donc ça, Frédéric aura l'occasion un peu d'élaborer à ce niveau-là. Même si vos données sont au Canada, ça ne signifie pas nécessairement qu'elles ne sont pas soumises à des lois extraterritoriales. C'est le cas notamment du Cloud Act. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà parlé. On aura l'occasion d'élaborer un peu plus là-dessus au cours de la présentation.
Et le plus important aussi, c'est pour vous permettre de repartir avec une feuille de route pour choisir, justifier, déployer une solution en cloud privé souverain à ce niveau-là. Donc, pourquoi maintenant? Cette présentation-là, Benoît l'a indiqué, c'est, je pense, une des premières fois qu'on touche le sujet à Bio-Québec. C'est, il y a une explosion de données sensibles. On en a parlé en introduction, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent, ce sont une quantité de données importante. Puis c'est des données cliniques, patients. Alors, il y a une explosion de ça. Il y a une pression réglementaire qui se fait de plus en plus sentir, d'autant plus dans le contexte dans lequel on vit actuellement. De plus en plus, les gouvernements commencent à dire ben, on veut se rapproprier, protéger le développement, la R&D qui se fait au Canada, au Québec, de toute intervention étrangère ou d'espionnage même. Puis il y a une adoption massive du cloud. Donc, on va pouvoir élaborer un petit peu sur c'est quoi le cloud. Ça va être plus mon intervention à moi à ce niveau-là. Donc, Frédéric, je vais t'inviter. Ouais, justement, on tombe dans la section 1. Parfait timing. Alors, c'est quoi le cloud? Donc, souvent, quand on parle d'info nuagique ou on parle de cloud, chose importante, souvent, on va imaginer un endroit. On va imaginer que c'est un endroit où ça se passe. Ce n'est pas le cas. Donc, vraiment, c'est un modèle de fourniture de services informatiques qui permet la livraison de ressources. Quand on parle de ressources, on va parler de réseau, de connectivité, on va parler de mémoire, on va parler de processeurs, donc de compute, on va parler de stockage pour héberger les données. Alors, qui va faire abstraction de l'équipement physique grâce à la virtualisation. Je vais revenir dans le passé. Ma barbe blanche me trahit. Ça fait un bout de temps que puis Benoît l'a bien introduit, ça fait un certain bout de temps que je suis dans les technologies. À l'époque, quand j'avais commencé ma carrière, le bon vieux serveur de courriel. Quand on parlait à des entreprises qui disaient ben, je vais avoir un serveur de courriel pour mes employés parce qu'on a besoin de ça. À ce moment-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on posait des questions. Vous êtes combien d'employés? Vous recevez combien de courriels par jour? Vous en envoyez combien par jour? Avez-vous beaucoup de pièces jointes? C'est quoi la taille des pièces jointes? Et on allait dimensionner ce serveur physique-là pour répondre aux exigences des heures de pointe. Alors, quand les employés rentrent le matin à 9 heures, tout le monde se connecte. Puis là, le serveur de courrier doit subitement allez déposer dans votre boîte de courriel sur votre ordinateur personnel tous les courriels qui ont été reçus dans les 18 heures ou les 20 heures dans lesquelles vous n'étiez pas connecté. Ça fait en sorte qu'on a un énorme gaspillage de ressources parce qu'une fois l'heure de pointe du matin passée, le serveur va ronronner jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Puis après ça, quand les employés quittent les lieux du travail, le serveur, on disait l'expression, il dort au gaz. Donc, ce qui fait en sorte qu'on va acheter des ressources. On va acheter une quantité de CPU, de stockage, une connectivité réseau qui n'est là que pour répondre aux besoins de l'heure de pointe du serveur de courriel. Donc, la virtualisation aujourd'hui vient à la rescousse. Puis quand on parle de cloud, c'est un peu ça dont on parle. C'est quoi la virtualisation? C'est une couche logicielle qu'on va appeler un hyperviseur qui va abstraire le matériel et qui va permettre à plusieurs machines virtuelles de coexister sur le même équipement. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que maintenant, je peux avoir plusieurs applications qui roulent sur différents systèmes d'exploitation qui vont utiliser les mêmes ressources physiques. Alors, mon bon vieux serveur de courriel ne fait plus que du courriel. La nuit, il va pouvoir servir de serveur de backup et le jour, pendant que le serveur de courriel est moins sollicité, bien, on peut faire rouler une base de données. Donc, du coup, plutôt que d'avoir 3 machines physiques pour laquelle j'avais fait des dimensionnements particuliers pour chacune de ces tâches-là, je les réunis dans un seul équipement et c'est un peu ça qu'on appelle le cloud. Donc, ça va permettre de rouler plusieurs environnements, plusieurs applications sur des ressources qui vont être maintenant partagées. Ça va assurer l'isolation des services, le partage et l'approvisionnement dynamique des ressources, donc processeurs, mémoire et stockage. Puis ça va surtout permettre la livraison de ressources informatiques à l'organisation en mode service. On peut aller à la prochaine diapositive. Donc, les avantages de la virtualisation, ça va être justement la flexibilité, l'agilité, des ressources à la demande au bon moment,
La mutualisation, donc on peut être plusieurs départements à se servir du même équipement, à partager les mêmes équipements. On peut même être plusieurs entreprises à partager les mêmes équipements. Puis on va le voir dans la prochaine diapositive, les différents types de cloud, justement. Ça permet de l'élasticité. Donc, le matin, je vais vouloir donner plus de ressources à mon serveur de courriel. Et en après-midi, ben, peut-être moins de ressources puis plus de ressources à ma base de données. Donc, ça va permettre d'adapter les ressources en période de pointe aux bonnes applications. On peut automatiser aussi ce genre d'opération-là. Donc, l'exploitation va être grandement facilitée parce qu'on opère l'environnement via des interfaces. Quand on a des clouds publics, ben, je suis capable d'aller sur un portail client et me provisionner de ressources en compute, en mémoire et en stockage. Là, il faut se poser des questions, puis mes collègues vont pouvoir apporter un peu plus de lumière là-dessus, mais qui exploite? Qui est l'exploitant de ces environnements-là? Est-ce que c'est mes propres équipements, mes propres hyperviseurs, mes propres applications que je roule? Qui fait l'administration de la gestion de la configuration? Alors, si je suis sur des environnements partagés, ben, à ce moment-là, je vais être responsable de mes applications. Mais l'équipement, ben, c'est sous la responsabilité du fournisseur de services. Donc, on a cette responsabilité-là partagée, puis on va avoir l'occasion d'élaborer là-dessus. Qui supporte les escalades? Évidemment, si le fournisseur de services s'occupe des équipements, c'est lui qui va être responsable de la couche physique. Et si vous amenez vos propres licences logicielles, ben à ce moment-là, ça va être vous qui allez être responsable plus de la couche applicative. Où sont les données? Ça va être un point important. La localisation physique des données, mais aussi de la réplication. C'est quelque chose parfois qui n'est pas très, très intuitif, mais des fois, quand on veut dire oh, je m'en vais dans le cloud, je vais choisir une géoréplication de mes données pour assurer plus de résilience, parce que si j'ai un centre de données pas loin de chez moi qui tombe, ben, je vais être en mesure d'avoir une continuité des affaires avec un autre centre de données. Et parfois, la géoréplication va faire en sorte que nos données, sans le savoir, vont se retrouver dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Alors, ça va amener des enjeux de juridiction. Quand on regarde les différentes formes de cloud, maintenant qu'on a compris que le cloud, c'est beaucoup plus de la virtualisation qu'un endroit, ben à ce moment-là, on a différentes saveurs de cloud. Vous avez peut-être déjà entendu ces expressions-là. Cloud privé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être une infrastructure qui va être réservée à une organisation. Et ça peut être hébergé chez vous, donc dans votre entreprise ou chez un opérateur sous forme de colocation ou qui va fournir des équipements dédiés. Si c'est chez vous, ben à ce moment-là, il va falloir penser à la climatisation, les systèmes de suppression d'incendie, peut-être des génératrices si on a une panne d'électricité pour assurer la continuité des systèmes informatiques. Les avantages que ça va avoir, on va élaborer aussi là-dessus, c'est le contrôle total ou quasi total de la sécurité de la conformité. Par contre, si vous avez le contrôle total, ça fait en sorte aussi que vous avez des tâches à faire au niveau du contrôle de l'environnement additionnel. Ça va permettre aussi une personnalisation de l'infrastructure, de l'architecture à vos besoins. Quand on parle de cloud public, là, à ce moment-là, on va tomber dans des environnements partagés. Encore une fois, c'est des environnements qui sont virtualisés. Mais à ce moment-là, les infrastructures vont être détenues et gérées par un fournisseur, puis ça va être mis à votre disposition via l'Internet. Donc, tantôt, je parlais d'un portail client, donc on peut aller chez LeaseWeb, Azure, AWS, chez Google, puis par une interface de compte client, je suis capable de me provisionner des ressources. Les avantages de cette approche-là, souvent, ça va être le coût d'entrée peut être faible. Donc, on peut commencer petit. Puis, on a une évolutivité quasi limitée. Donc, on est capable de croître par la suite. La maintenance est assurée par le fournisseur. Donc, encore une fois, il y a des avantages et inconvénients. Je vais me départir de certaines tâches de la gestion de l'environnement, mais je vais avoir d'autres tâches qui vont venir faire en sorte qu'il faut que je m'assure que le fournisseur est conforme. Le cloud hybride, c'est quoi? Ça va être une combinaison de cloud privé et public. Donc, vous pourriez prendre cette approche-là de dire, bien, mes applications critiques avec les données critiques, les données cliniques, clients et tout ça, je vais les faire rouler sur des équipements qui m'appartiennent ou qui me sont dédiés. Puis, il y a d'autres applications que je peux considérer moins sensibles. Bien, à ce moment-là, je vais aller chercher les avantages du cloud public. Et finalement, le multi-cloud, c'est de choisir différents fournisseurs. Je vous ai mentionné Amazon, AWS, Google, Azure, LeaseWeb. On a tous nos forces, on a tous nos faiblesses. Puis à ce moment-là, ça va vous permettre de dire, bien, je vais faire rouler l'application Y chez le fournisseur A, l'application X chez le fournisseur B.
pour avoir les meilleurs coûts possibles, puis aussi avoir l'avantage de résilience. Au niveau des sciences de la vie, le choix du modèle cloud est aussi un choix de niveau de contrôle. C'est un peu ce qu'on va voir comme message dans cette présentation-là. Le cloud privé va probablement venir avec une tâche de gestion de l'environnement qui est plus lourde. Par contre, j'ai un meilleur contrôle de l'environnement. La documentation, la démonstration de la conformité aussi. Fait que c'est pas seulement une question de coût, c'est un ensemble de points qu'il va falloir évaluer. Et finalement, quand on parle de résidence et de contrôle, c'est vraiment et de souveraineté, c'est trois notions différentes, mais qui sont importantes. Où sont les données? Ça, c'est un premier point important. Sont-elles répliquées ou géorépliquées? Sont géorépliquées où? Le contrôle opérationnel, qui administre quelle portion? Comme je l'indiquais, si vous êtes sur vos propres équipements, c'est vous qui êtes entièrement responsable. Si vous êtes des équipements partagés, bien à ce moment-là, il y a une responsabilité partagée entre votre fournisseur et vous vis-à-vis le client. Et la souveraineté des données. Donc, qui peut légalement ou opérationnellement accéder à vos données? Donc, encore une fois, si vous êtes dans des environnements hébergés, l'ISWeb, à l'occasion, nous demande de faire des interventions sur les systèmes. Il faut se poser la question, est-ce que mon fournisseur, là, je vais permettre à des gens d'informatique d'avoir accès à mes systèmes à moi? Est-ce que le fournisseur a fait des recherches sur les antécédents de ses employés, par exemple, pour s'assurer que les employés sont responsables? Et finalement, les données peuvent être physiquement entreposées au Canada sans toutefois y être 100% souveraines. C'est le cas, entre autres, des hyperscalers américains, Google, Azure, AWS. Ils vont être soumis au Cloud Act américain, peu importe où sont les données, et on aura l'occasion d'élaborer là-dessus. Donc, ce sont un ensemble de points à considérer. Sur ce, je vais passer la balle à mon collègue Frédéric, qui va poursuivre dans cette présentation-là. Merci Charles pour la belle entrée de jeu. Donc, ensuite, on va poursuivre en explorant ensemble les risques liés aux données dans un environnement cloud. Puis, on va s'attarder particulièrement aux risques liés vraiment à la souveraineté des données. Donc, quand on parle de risques liés à la souveraineté des données, on peut les catégoriser disons, en trois grands groupes distincts. On va parler des risques internes, qui sont souvent les plus fréquents dans les organisations. Ensuite, les cybermenaces externes qu'on comprend tous très bien aujourd'hui, là, c'est souvent les menaces qui sont les plus médiatisées. Donc, et puis le troisième facteur, Charles en a parlé brièvement, puis on va explorer un peu plus en détail. On parle des risques juridiques et géopolitiques, qui sont souvent les plus sous-estimés, là, puis qui prennent de plus en plus de place dans le contexte géopolitique actuel, avec les trade wars, par exemple. Donc, on a quelques exemples ici, puis on va avoir des diapos qui vont les explorer davantage, là, mais pour les risques internes, mauvaise gestion des comptes, l'accès non justifié à des données sensibles, manque de traçabilité, la gouvernance insuffisante, puis des départs des employés sous-traitants mal gérés, ce seraient des exemples ici de risques internes. On parle vraiment liés aux opérations de l'entité en question. Ensuite, les cybermenaces, c'est ce qui vient un peu de l'extérieur, donc les vols et les exfiltrations de données, les menaces de configuration cloud, l'absence de détection de réponse, vulnérabilité dans vos systèmes qui seraient non corrigés, donc exploitables, puis des risques aussi de rançon logicielle là, qui sont souvent très médiatisés. Là. Donc, on parle vraiment des menaces qui seraient liées à des agents malicieux externes. Puis ensuite, pour les risques juridiques et géopolitiques, ce serait des droits ou des lois en vigueur qui donneraient accès à des entités à vos données, par exemple les accès extraterritoriaux. On a parlé du Cloud Act il y a quelques secondes. Des fournisseurs aussi dans votre environnement qui seraient assujettis à des réglementations de juridictions étrangères. En termes de risques, bien sûr, la loi 25 au Québec qui s'est déployée récemment, les manques de contrôle sur la circulation de vos données, puis vos sous-traitants qui pourraient être assujettis à d'autres règlements. Donc, ce qu'on veut se rappeler ici, c'est qu'un bon programme de protection des données dans un environnement infonuagique, bien, ça ne se limite pas à votre cybersécurité, même si c'est souvent ce dont on parle le plus. On doit traiter le facteur humain, la gouvernance et aussi la juridiction. Pour les risques internes, on parle du moment où le danger vient vraiment de l'intérieur de votre organisation. Ce sont vos risques qui sont liés aux humains qui font le travail. Donc, il pourrait avoir des mauvaises gestions de comptes, usage des comptes, par exemple, des gens qui se déplacent dans l'organisation, qui collectent des droits, qui pourraient par la suite les exploiter.
On parle des accès aussi non justifiés à des données. Est-ce qu'on donne accès à tout le monde, à toutes les données dans votre système? Ce ne serait pas une bonne pratique. De la gouvernance aussi qui serait insuffisante. Est-ce qu'on est en moyen non seulement de mettre des règles en place, mais de s'assurer qu'elles sont bel et bien respectées, ces règles-là? Et quand on a des départs ou des sous-traitants, est-ce qu'ils sont bien gérés? Est-ce qu'ils sont assujettis aux mêmes règles que nos employés ou encore à des règles encore plus sévères ou restrictives? Puis, est-ce qu'on a une absence de séparation des tâches? Est-ce qu'on veut dire par là qu'un individu est en mesure d'exécuter des tâches critiques sans nécessairement être approuvé, sans que l'action soit approuvée par une tierce personne? Les impacts que ça a dans les sciences de la vie, les risques liés, les risques internes, disons, on va parler de stabilité aussi, de conformité même aux bonnes pratiques qui sont en place dans l'industrie, des dangers d'intégrité de données. Si on n'a pas ces bonnes pratiques en place, là, on ne sera pas en mesure de démontrer qui fait quoi et qu'on respecte les procédures qu'on a en place. Tout ça peut générer des pertes dans les systèmes qui sont utilisés pour les activités GXP, puis on ne sera pas en mesure non plus de démontrer qu'il y a une traçabilité en lien avec nos opérations. Donc, le risque interne, on se rappelle, ce n'est pas seulement la fraude, là, ça peut faire place aussi à l'erreur. Donc, ça peut être volontaire, involontaire aussi. Est-ce qu'on envoie un courriel par erreur à une tierce personne qui ne devrait pas le recevoir avec de l'information confidentielle? L'accès aussi au système de gestion qui serait mal conçu, qui donnerait des accès qu'on ne savait même pas que les gens étaient en mesure d'avoir. Il pourrait y avoir aussi de l'absence de gouvernance. Donc, on ne s'en tient pas vraiment seulement à la fraude interne, mais aux autres éléments humains et organisationnels et opérationnels. Pour ce qui est des risques externes, la cybermenace, la compromission de système, les classiques, bien sûr, là, le rançon logiciel, donc une tierce partie qui sera en mesure de vraiment geler vos opérations, paralyser vos systèmes. Mais bon, un classique, des vols de données, donc exfiltration de données qui pourraient être exploitées à des fins frauduleuses. On pourrait aussi compromettre des comptes, des gens qui des vols d'identité, donnant accès à des données par des comptes qui sont en fait parfaitement aptes à accéder à cette information-là. Puis on parle aussi de mouvements latéraux, donc l'habilité pour un fraudeur en cybermenace de s'introduire dans votre système, mais aussi d'accéder à d'autres portions de votre environnement de par une mauvaise architecture, par exemple. Puis la chaîne d'approvisionnement aussi est-elle bel et bien protégée contre ces risques de cybermenace? Donc, non seulement vous, l'interne de votre organisation, vos systèmes, mais dans un cadre d'utilisation infonuagique, est-ce que vos fournisseurs ou vos tierces parties sont aussi protégés des cybermenaces? Donc, vos impacts en sciences de la vie, ici, on pourrait perdre la fiabilité en termes de vos données. Est-ce que des données ont été accédées ou même falsifiées par des cyberagents, ensuite espionnage industriel, pourriez perdre de la propriété intellectuelle en lien avec l'information que vous avez travaillé tellement fort à produire. Euh, Est-ce qu'il y aurait des fuites de résultats non publiés qui pourraient porter atteinte à votre organisation? Des enjeux aussi de non-conformité avec la loi 25, incapacité à démontrer le contrôle en audit, ce sont tous des risques auxquels vous exposez en lien avec les cybermenaces. Donc, dans un environnement cloud, la sécurité, ça ne dépend pas seulement disons, de mettre les données dans un grand fournisseur. Disons, je travaille avec un Microsoft ou un Amazon et puis tout est beau. Non, on doit penser à l'architecture, la segmentation, la gestion de vos identités, la surveillance aussi, puis vos processus de réponse. Donc, vous devez être en mesure de détecter peut-être un vol de données qui est en train ou qui est à la veille de se produire pour pouvoir agir rapidement. Donc, tout ça n'est pas 100% sur les épaules de votre fournisseur de services. Il y a une portion de ce travail qui retombe sur les vôtres. Puis de toute manière, dans un environnement réglementé, vous êtes ultimement responsable des données que vous produisez et que vous gérez. Pour ce qui est du troisième groupe, on en parle un peu plus aujourd'hui. C'est un groupe qui a peut-être été sous-estimé dans le passé, les risques juridiques ou géopolitiques. On parle ici des gouvernements étrangers qui pourraient avoir accès à vos données. Charles en a parlé précédemment, le Cloud Act aux États-Unis qui permet aux autorités américaines d'exiger l'accès aux données gérées par des entreprises américaines, même si ces données sont hébergées au Canada. Donc, c'est un élément qui n'est pas nécessairement connu. Le Patriot Act est aussi un autre élément dans cette direction-là, là, qui est une référence historique de sensibilisation à l'accès extraterritorial. Toujours pertinent là, dans le contexte et le support de l'administration. Ça nous rappelle ces éléments géopolitiques-là que la juridiction du fournisseur est extrêmement importante. Même si vos données sont au Canada,
Si vous avez un fournisseur de services ou sa maison mère est assujettie à une loi étrangère, ben, il pourrait être contraint de divulguer votre information, donc de divulguer vos données. Et ensuite, on a, oui, le fournisseur infonuagique, mais même les sous-traitants ou les acteurs qui agissent en support à vos opérations pourraient avoir des accès administratifs à distance sur vos données, puis pourraient être eux aussi assujettis à un accès à une loi qui permettrait à un gouvernement étranger d'accéder à vos données. Donc, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants à considérer. Les impacts en sciences de la vie, bien sûr, on parle de la confidentialité des données patients qui pourraient être à risque, perte de propriété intellectuelle, et aussi des enjeux de conformité réglementaire ou encore la confiance de vos partenaires d'affaires pourrait être compromise. Donc, ici, le risque n'est pas seulement technique, c'est contractuel, c'est juridique et c'est organisationnel. Donc, on est quand même en droit de se poser la question, là, pourquoi la souveraineté des données est un enjeu critique au Canada et même pourquoi on en parle particulièrement maintenant. On doit comprendre que le sujet s'accélère. La modernisation numérique prend de plus en plus d'ampleur. On a des adoptions accélérées à des outils cloud, mais aussi à d'autres outils là, on voit en point 2, la croissance de l'IA et de l'analytique. Donc, la donnée prend de plus en plus de valeur, on en collecte de plus en plus, on en traite de plus en plus euh, et on fait du traitement de données sensibles à grande échelle. Il y a aussi une multiplication des données sensibles. On a de plus en plus de données patients, des données R&D, des essais cliniques. Donc, le volume et la criticité aussi à la hausse. Une attente des partenaires et des auditeurs qui, elles, ne s'atténuent pas. Donc, les exigences en croissance en matière de preuves, de contrôle et de gouvernance, même s'il y a de plus en plus de données, même si c'est de plus en plus complexe de les gérer, les attentes côté réglementaire, elles, ne diminuent pas. Puis, on a des nouvelles lois même qui ont fait surface, puis des précisions qui ont été apportées. Par exemple, la loi 25 ici au Québec. Donc, qu'est-ce que ça fait tout ça? Bien, ce perfect storm, donc un volume, la sensibilité des données augmente en fait plus vite que la maturité de plusieurs organisations, donc la maturité des contrôles qui sont en place, ce qui rend le risque encore plus important. Dans le cadre, on prend quelques secondes là, pour parler du cadre québécois et canadien, puis PEDA, ben, c'est à droite au niveau du Canada, c'est pas nouveau, là, ça date de l'année 2000, mais on parlait des éléments d'assurer la transparence, donc informer les individus sur la collecte, l'utilisation et la divulgation de leurs données, des garanties contractuelles pour s'assurer que les tiers offrent un niveau de protection adéquat. Donc, je ne peux pas tout simplement me défaire de mes responsabilités. Je dois m'assurer que les tiers qui interagissent avec les données qu'on collecte ou qu'on traite peuvent aussi assurer le même niveau de protection. Puis au niveau de l'analyse du risque transfrontalier, bien, évaluer les risques qui sont liés au transfert de données à l'étranger qui sont parfois nécessaires. Pour ce qui est de la loi 25, on ne va pas ici la traiter en détail, mais on va vous rappeler plutôt qu'il y a encore des éléments de responsabilité accrue, donc une obligation de désigner, par exemple, un responsable de la protection des renseignements personnels qui est apparu avec la loi 25, l'évaluation des facteurs de risque dans vos organisations. Donc, vous devez obligatoirement analyser vos projets qui impliqueraient des renseignements personnels pour déterminer où les risques se situent, puis vous assurer qu'ils sont correctement mitigés. Puis ensuite, les considérations des transferts hors Québec qui sont parfois nécessaires dans ce cas-là aussi. Donc, évaluer que la protection offerte avant tout transfert à l'étranger a été assurée. Qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation réglementée comme la vôtre? Bien, on doit se demander est-ce que les actions que je prévois entreprendre, est-ce qu'elles sont permises par la loi? Est-ce que vous êtes en mesure de démontrer que vous respectez la loi, que le tout est bien documenté de manière à être capable de défendre en audit? On ne pourrait pas parler de système critique VPX ou GXP sans parler de validation informatique. Donc, en sciences de la vie, on se rappelle aussi qu'un système critique doit respecter certains principes de base. On doit bel et bien le maîtriser. Ça veut dire qu'il y a le système, oui, son architecture, oui, mais aussi les contrôles et les procédures qui sont en place pour assurer une opération adéquate. Donc, ces procédures doivent être documentées, doivent être aussi respectées. Donc, on doit documenter aussi le système, les modifications qui sont apportées, assurer qu'on a un bon contrôle des accès en vigueur. On doit aussi s'assurer que le système performe adéquatement, puis qu'on évalue aussi le risque qu'il représente, puis que ces risques-là sont adéquatement mitigés. Donc, l'impact, dans notre cas, sur les données et la qualité doit être analysée en continu.
On parle d'analyse en continu, donc surveiller, est-ce qu'on est en mesure de surveiller notre système, son évolution, les risques qu'il représente? Est-ce qu'on a des processus, des outils qui nous permettent de faire un monitoring en temps réel avec des alertes qui sont adéquates pour nous permettre d'agir si jamais il y avait un risque ou même un enjeu qui se produirait? Puis, est-ce qu'on a validé le système et est-ce qu'on est aussi en état de maintenir l'état validé du système? Euh, Quand on parle d'environnement infonuagique, plusieurs des composants du système sont sous la juridiction complète de notre fournisseur de services. Charles l'a bien présenté au début, selon le type de cloud que vous avez choisi. C'est des éléments sur lesquels vous n'allez pas avoir de contrôle, mais vous allez quand même être responsable de suivre leur évolution et de vous assurer que l'évolution du système sous-jacent ne vous porte pas atteinte à la validation de votre système ou encore à la souveraineté de vos données. Donc, la souveraineté des données devient une composante du dossier global de maîtrise de système. Même si le fournisseur est solide, même si c'est un fournisseur d'expérience, vous, l'entreprise réglementée, conserve l'ultime responsabilité sur la gestion de tout ça. Et vous devez être en mesure de démontrer que vous êtes bel et bien en contrôle. On vous a parlé d'entrée de jeu qu'on vous présenterait une feuille de route pratique pour y arriver. Donc, on va quand même en parler à assez haut niveau, mais en attaquant chacun des groupes de risques, les risques internes, externes et juridiques qu'on a présentés dans les diapos précédents. Donc, pour les risques internes, comment bien les mitiger? On passe principalement par une bonne gouvernance des accès. Vous avez quelques exemples à droite, là, les vérifications préalables aussi des employés, la gestion du cycle de vie des comptes. Donc, s'assurer que les employés qui se déplacent en organisation n'ont pas les moyens de collecter des accès qu'ils pourraient utiliser à des fins néfastes par la suite, les principes de moins de privilèges. On va traiter un peu ces exemples-là dans une prochaine diapo. Pour les risques externes, souvent, c'est à travers une sécurité qui est démontrable et des certifications. C'est là que les programmes ou les certifications de type SOC 2, type 2 ou ISO 27001 vont être payantes. Donc, elles vont instaurer à travers ces standards-là plusieurs contrôles qui viendront mitiger les risques externes tels que la surveillance en continu, la gestion des vulnérabilités, des bons mécanismes de réponse aux incidents, avoir des mécanismes de sauvegarde aussi, est-ce que vos données sont bel et bien backées, comme on dit en bon français, puis que votre architecture aussi permet une segmentation qui va protéger votre réseau du mieux possible. Au niveau géopolitique, on va l'adresser principalement avec une architecture et un modèle d'opératoire souverain. Charles en a parlé précédemment, il y a plusieurs modèles à votre disposition, mais on va bien sûr s'assurer que l'hébergement est local, mais aussi que les fournisseurs ne seront pas assujettis à de la réglementation extérieure. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Il n'existe pas vraiment un contrôle unique ou une stratégie qui fonctionne pour toutes les organisations. On doit bien adapter l'approche à où on est et où on veut aller en tant qu'entreprise. Pour ce qui est des risques internes, donc principalement l'accès, les rôles et la séparation des tâches sont nos principaux mécanismes pour prévenir les enjeux de sûreté de nos données. On en a parlé au niveau de la vérification préalable appropriée. Souvent, est-ce qu'on fait des enquêtes de sécurité avant que les individus joignent notre organisation? Ça va nous permettre, par exemple, de mitiger des risques qui seraient liés aux tentatives, au désir peut-être de commettre des fraudes internes. Ensuite, gestion du cycle de vie des comptes, un élément à ne pas sous-estimer. Est-ce qu'on s'assure que l'individu qui se déplace dans l'organisation conserve seulement les droits d'accès auxquels il a besoin? Donc, on ne collecte pas de droits, on doit ajuster. Même chose dans le cas du départ. Pour les principes de moins de privilèges, bien, idéalement, c'est de seulement avoir accès aux données qu'on a besoin d'avoir accès quand on en a besoin. Donc, ne pas nécessairement conserver toujours les mêmes privilèges. C'est particulièrement important pour des gens qui auraient accès à un grand nombre de données, surtout des comptes administrateurs qui permettent de faire des modifications importantes sur des systèmes. Ensuite, séparation des tâches, ne pas permettre à un individu d'exécuter et d'approuver une action critique par lui-même, donc avoir un minimum de 2 personnes impliquées dans les tâches critiques touchant à vos données. Assurez-vous aussi qu'il y a une revue périodique de vos accès. C'est bien beau tout ça d'avoir des éléments de gouvernance, des politiques en place, mais est-ce que vous êtes en place? Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer qu'elles sont bel et bien respectées? Puis par la suite, bien, pour pouvoir confirmer tout ça, puis aussi le démontrer, assurez-vous qu'il y a une journalisation des pistes d'audit en lien avec vos données critiques, puis en lien aussi avec les actions qui sont portées sur ces données.
Donc, ces éléments-là vont vous permettre de soutenir vraiment l'intégrité de vos données, la détection des écarts, puis démontrer que vous êtes en contrôle lors des inspections. Pour ce qui est des risques externes, je reviens vraiment aux éléments de pouvoir démontrer une sécurité, puis ça passe souvent par des certifications et la conformité à des standards qui ont été établis. Je vous recommande, bon, SOC 2, type 2, bien sûr, les différents ISO. On ne va pas vous fournir une analyse détaillée des standards, mais on vous en présente quelques-uns, 27001, 27017 et 27018, qui vont tous dans cette même direction. Donc, la sécurité doit non seulement être en place, mais aussi être démontrable. Donc, avez-vous des preuves, des certifications, des rapports d'audit qui sont en mesure de prouver que vous êtes en contrôle ou que vos fournisseurs de services, lui, est en contrôle? Est-ce qu'il y a des éléments de surveillance en place? Est-ce que vous êtes en mesure, en temps réel, d'obtenir des alertes s'il y aurait un danger qui se manifesterait? Est-ce que vous faites usage d'un CIEM ou Security Information and Event Management pour vous aider à gérer tout ça? Est-ce que vous avez des bons mécanismes de gestion des vulnérabilités en place? Une analyse régulière des menaces externes ou des tendances, puis des correctifs à apporter à vos systèmes? Est-ce que vous avez des bons mécanismes de réponse aux incidents? C'est un des éléments les plus importants. Donc, être en mesure de détecter les enjeux ou des risques, puis d'être en mesure d'agir rapidement pour bloquer des portes qui auraient potentiellement été ouvertes. Ensuite, est-ce que vos sauvegardes sont maîtrisées? Donc, des tests réguliers. C'est pas assez de dire j'ai une procédure de sauvegarde puis de backup and recovery, par exemple, mais est-ce que j'ai testé mes procédures et mes mécanismes et est-ce qu'ils fonctionnent bel et bien? Puis ensuite, mon réseau, lui, de par son architecture, est-ce qu'il protège bel et bien mes données du mieux possible? Donc, on s'assure ici que la sécurité, oui, est en place, mais on doit pouvoir aussi la démontrer. Puis les certifications, les vôtres, mais aussi celles de vos fournisseurs, sont souvent une bonne façon d'y arriver. Pour ce qui est des risques juridiques, bon, l'architecture de solutions souverain, c'est vraiment peut-être votre premier élément de solution. Donc, où sont hébergées vos données? Est-ce que vous êtes aussi en mesure non seulement qu'elles sont hébergées au Québec, au Canada, mais qu'elles sont aussi exploitées localement? Donc, on ne les envoie pas ailleurs pour les faire traiter. Ça pourrait vous exposer aussi à d'autres risques extraterritoriaux. Ensuite, est-ce que vous avez un support qui est maîtrisé? Est-ce que l'accès à l'administration est documenté et restreint à des ressources canadiennes pour ne pas vous exposer à ce niveau-là non plus? Est-ce que votre sous-traitance est limitée et transparente? Donc, vous comprenez bien votre chaîne de fournisseurs. Elle est documentée, puis vous êtes assuré qu'il n'y a pas de risque de ce côté. Le contrôle sur les accès administratifs, est-ce qu'ils sont bel et bien en place et suivis? Est-ce que vous êtes en mesure aussi de le démontrer? Puis, dans votre chaîne d'approvisionnement, vous n'avez pas de fournisseurs qui auraient des obligations vers des gouvernements étrangers. On a parlé tout à l'heure du Cloud Act qui pourrait porter atteinte à votre souveraineté. Donc, la souveraineté ne se résume pas à choisir un site d'hébergement. Vous pouvez aussi penser à l'architecture et le modèle opératoire qui va permettre de faire vivre tout ça. Vous avez promis une feuille de route, donc voici en 5 étapes comment on vous recommande d'y arriver. Donc, on comprend que c'est quand même potentiellement un projet d'envergure selon vos opérations, mais débutez par identifier les données et les systèmes critiques, que ce soit au niveau de la recherche et développement, vos essais cliniques en fabrication. Donc, où se situent vos données critiques, dans quel système? Puis, quand on parle de données critiques, il y en a peut-être aussi qui sont sur papier, donc on peut s'estimer aussi, on ne se limite pas ici à l'électronique, mais on veut vraiment recenser tout ça. Ensuite, on va évaluer les risques de souveraineté qui sont liés aux données critiques et à vos systèmes critiques que vous auriez identifiés. Donc, on en a parlé. Je vous recommande de revisiter les diapos précédentes, mais la résilience, l'accès administratif, les supports étrangers, tenir compte de tout ceci. Ensuite, quels sont vos objectifs? Donc, quelles sont vos exigences cibles en matière de souveraineté? Il n'y a pas une solution qui peut s'appliquer à toutes les entreprises ici. Donc, considérez votre niveau de maturité, considérez vos objectifs à court, moyen et long terme pour vous bâtir un plan de match vis-à-vis de tout ça. Avec tout ça en tête, donc vos données critiques, vos systèmes, vos objectifs en termes de souveraineté, travaillez avec des experts pour vous permettre de sélectionner et concevoir une ou des solutions qui sont appropriées. Quel type d'architecture allez-vous favoriser? Comment allez-vous vous assurer que les risques, que ce soit internes, externes ou géopolitiques, sont bel et bien mitigés à un niveau adéquat? Puis une fois que vous avez ça de bien défini, bien, allez de l'avant, déployez votre système, validez-le,
et opérationnaliser pour ensuite assurer de le gouverner, mais en mode continu. Donc, adapter la qualification aux risques qui ont été identifiés, assurez-vous d'avoir les bonnes procédures en place, puis assurez-vous aussi d'avoir vos revues périodiques et votre surveillance en continu pour non seulement avoir un système qui est bel et bien validé, mais qui maintient son état de validation. Donc, quand on regarde tout ça, on voit bel et bien que la souveraineté des données, ce n'est pas seulement un programme de transformation, ce n'est pas seulement un achat technologique, c'est un programme de transformation complet. Donc, entourez-vous d'experts, négligez pas les experts, pas seulement les experts techniques, les experts juridiques, financiers. Puis, de ce côté-là, on vous rappelle qu'il y a des programmes aussi qui peuvent vous soutenir dans le déploiement d'infrastructures cloud souverain. Donc, je passe la parole maintenant à Adrienne Chevalier là, de Vigilance Santé. Elle va nous donner un exemple concret de transformation d'un modèle cloud souverain dans Sciences de la vie. Adrienne? Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je vous donne un peu de contexte d'abord. Vigilance Santé, on développe des bases de données sur les médicaments et des outils d'aide à la décision en gestion de la thérapie médicamenteuse. Donc, nos solutions SaaS s'intègrent directement dans les logiciels de pharmacie, dans les systèmes hospitaliers et dans les dossiers médicaux électroniques. Essentiellement, quand le pharmacien ou le clinicien ajoute un médicament au profil du patient, ça fait automatiquement une requête à notre service en envoyant le profil complet du patient qu'il y a dans le système. Et nous, on peut détecter les problèmes potentiels, les interactions, des allergies, des dosages inadéquats, etc. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'informations privilégiées de santé qui transigent par nos systèmes. Pendant longtemps, ce n'était pas un enjeu. On est une entreprise de 35 ans d'existence. Donc, nos logiciels étaient déployés localement sur les postes ou sur les serveurs des clients. On ne faisait aucun stockage de données, c'était traité en mémoire puis retourné au logiciel de dossier patient. Éventuellement, avec l'évolution des technologies, on a voulu pouvoir offrir une version web pour faciliter les déploiements, les mises à jour. Et c'est dès ce moment-là que la question de la souveraineté s'est vraiment posée. On était en 2012 à ce moment-là. Dès le départ, on a fait le choix de continuer avec notre approche sans État, stateless, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas conserver les données patientes de notre côté. Pour nous, le choix d'une solution souveraine, ça n'a pas été poussé par un règlement ou par un audit qui était obligatoire à l'époque. C'était plutôt notre direction des technologies et notre équipe de pharmaciens. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des pharmaciens, mais ils ont tous un petit biais personnel de troubles obsessifs compulsifs. Bref, l'objectif était d'avoir le meilleur contrôle possible sur toute la chaîne de valeur. Donc, il y avait différentes préoccupations très concrètes qui ont guidé notre choix initial. Le contrôle, donc on voulait maîtriser l'environnement où vivent nos données et où transigent les requêtes de nos clients pour pouvoir en assurer la confidentialité. Au niveau de la gouvernance, de pouvoir monitorer, tracer, journaliser et démontrer qui a fait quoi sur nos machines, pas seulement pour nous, mais aussi pour pouvoir le démontrer à nos clients. La conformité qui découle aussi de la gouvernance, donc répondre à un audit ou à des questionnaires de sécurité sans avoir à improviser. Et je peux vous dire que dans les années qui ont suivi, c'est arrivé à multiples reprises. Et la confiance. Donc, des cliniciens, des établissements, des partenaires, on voulait qu'il n'y ait pas à s'inquiéter au niveau de la donnée. Les critères qui ont guidé les décisions et la solution qu'on a retenue. Donc, les différentes préoccupations qu'on avait se sont traduites en critères de décision. Donc, on voulait un hébergement qui soit au Canada. On a choisi d'y aller avec 3 centres de données à Montréal, Toronto et Vancouver pour la redondance, puis aussi pour optimiser la performance aux différents endroits dans le pays, toutes sous juridiction canadienne. Au niveau de la sécurité, donc, on a non seulement nos serveurs sont sécurisés, mais aussi on a des audits indépendants qui le démontrent. On a maintenu évidemment la gouvernance, donc tous les accès sont contrôlés. On a une journalisation et une séparation des tâches de qui peut venir intervenir sur les serveurs. L'exploitabilité, donc on voulait une architecture qu'on pouvait opérer nous-mêmes sans dépendre d'un tiers pour la faire fonctionner. Et finalement,
avoir du support, donc par des partenaires canadiens qui sont joignables et qui parlent notre langue, dans tous les sens du terme, donc le français, mais aussi de comprendre les différents concepts, comme nous, parce que même si c'est un jargon technique, il y a des régionalismes qui font qu'on se comprend ou pas quand on discute. La solution retenue, donc, c'est une architecture souveraine de bout en bout. Donc, ce n'était pas une migration, c'était un choix de conception. Déjà en 2012, à un moment où la question n'était pas encore à la mode. Concrètement, c'était une architecture stateless. J'y reviens parce que c'est vraiment la clé. Plusieurs centres d'hébergement au Canada, des partenaires canadiens, LeaseWeb est un d'entre eux, et ils sont avec nous aujourd'hui. C'est opéré par nos équipes ici et c'est un modèle qui dépend aucunement d'acteurs étrangers pour les opérations critiques. Le compromis qu'on a évité, et c'est peut-être le plus important, c'est la dépendance opérationnelle à un fournisseur qui ne relève pas de juridiction canadienne. Et pour des données de santé particulièrement, c'est critique. Vous êtes dans les sciences de la vie et tout ça, c'est très beau en théorie, mais on aime être assuré par des certifications. Donc, depuis 2021, on est certifié TGV, qui est la certification québécoise qui est requise pour s'intégrer au dossier de santé Québec. En fait, c'était le DSQ à l'époque, et au dossier médico-électronique. Et depuis 2 ans, on est aussi conforme SOC 2 type 2, qui est un cadre d'audit américain très reconnu en sécurité des données, puis exigé par plusieurs de nos clients, même canadiens, qui se base sur 5 critères de confiance, donc la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement de la donnée, la confidentialité et la vie privée. Maintenant, aux résultats. Donc, je vais les nommer dans l'ordre qu'on les a observés parce que ça s'enchaîne. Donc, au quotidien, on contrôle les accès, on a je vais y arriver, la traçabilité et l'historique des modifications. Les audits passent, donc TGV, SOC 2, type 2. On arrive aux audits avec les preuves en main et le fait que nos centres de données sont déjà certifiés, ça facilite une portion de l'analyse. La confiance. Donc, c'est quelque chose qui était un peu inattendu ou qui n'était pas l'objectif initial, mais depuis qu'on a fait le choix d'héberger nos données dans des centres de données ici au Canada, ça n'a jamais été un irritant commercial. Ça facilite les discussions et l'acceptation avec nos clients, surtout dans un milieu où la technologie n'était pas tout le temps dernier cri. Et donc, ça les rassurait de savoir que les données étaient ici. Et finalement, parce que la fondation est solide, ben, on peut bouger. Donc, avec l'IA, faire plus d'analytique, explorer pour des nouveaux produits. La conversation sur les données est déjà réglée. Si j'avais des conseils à vous partager, j'irais avec 3. Donc, d'abord, choisir les bons partenaires, ceux qui ont les certifications que vous visez, des gens transparents qui vont vous épauler et pas qui vont vous laisser seul avec vos cahiers de charges en fournissant juste l'infrastructure. Ensuite, et Frédéric en a parlé, entourez-vous d'une excellente équipe légale. La souveraineté, ce n'est pas juste une question technique, vous l'avez entendu plus tôt. Et finalement, et c'est probablement quelque chose qu'on avait sous-estimé, nous, de notre côté, avoir une confiance juridictionnelle. C'est-à-dire qu'au Canada, on a 10 provinces qui ont des systèmes de réglementation différents. Et donc, ce n'est pas une seule juridiction, c'est 10. Les données de santé particulièrement sont de juridiction provinciale. Donc, si vous opérez d'un bout à l'autre du pays, c'est 10 réalités différentes à gérer, pas une seule. Le message avec lequel je veux vous laisser, le modèle souverain, ça soutient les opérations d'affaires, de conformité, d'exploitation. Nous, on l'a pensé tôt. Puis aujourd'hui, on n'est pas ralenti par cette question-là et c'est ce que je vous souhaite à tous. Merci. Merci beaucoup, Andréane. Ça résonne, je pense, très, très bien aussi avec les conclusions et les messages clés. Donc, on vous laisserait peut-être avant de partir puis avant d'ouvrir la période de questions avec 3 grands messages. Donc, le premier, c'est que le cloud, ce n'est pas un lieu, c'est un modèle. Donc, on doit considérer non seulement les éléments techniques, mais tout ce qui permet à ce modèle-là de fonctionner. Ensuite,
résidence, ça ne veut pas dire souveraineté. Donc, il ne faut pas penser que parce que nos données sont hébergées au Canada, qu'elles sont protégées et qu'on garde la souveraineté bien en place. Donc, encore une fois, évaluer tous les risques qui sont rattachés à la souveraineté de vos données, puis assurez-vous qu'ils sont bien mitigés. Puis la souveraineté, ça se construit bien par l'architecture, la gouvernance, puis aussi la validation de vos systèmes informatiques. Donc, voyez tout ça comme un programme de transformation, pas simplement comme un achat technologique. Euh, Mot de la fin. Donc, pour les sciences de la vie, en fait, la souveraineté de données, ce n'est pas seulement une exigence de conformité. Voyez plutôt ça comme une capacité stratégique qui va vous permettre d'innover en gardant le plein contrôle sur vos opérations et bien sûr vos données et toute l'énergie que vous allez mettre dedans. Donc, ben, merci pour votre temps, tout le monde. Puis on peut ouvrir la période de questions. Benoît, je te repasse là-bas. Oui, merci beaucoup, Charles. Merci, Frédéric. Merci, Andréane. Effectivement, un sujet qu'on devrait aborder un peu plus souvent, peut-être dans d'autres formats, on en reparlera, mais c'est vrai que c'est super important. Je ne vois pas de questions dans le chat. Je vous invite à lever la main si vous voulez en poser une, mais j'en ai deux, une qui est plus pratique et une qui est beaucoup plus philosophique. Je pense que je vais aller avec la pratique d'abord, le temps que d'autres gens se manifestent pour des questions. Office 365, Google Enterprise, c'est des solutions trop faciles pour les PME, si je comprends bien. Mais c'est quoi, on s'embarque dans quel genre d'investissement? Puis peut-être Sandrine qui peut répondre à ça, là, mais quand on décide de prendre en main la souveraineté de nos données, là, puis plus que dans une question de conformité, là, ça implique quoi comme investissement, là, pas juste en argent, mais comme effort pour prendre cette fonction-là en main? Fait qu'on ne parlera pas d'argent parce que j'ai pas de montant à vous donner. Non, mais Mais j'ai une équipe dédiée qui s'occupe de gérer notre infrastructure puis les déploiements. Donc, c'est des employés, c'est du temps. C'est aussi, je pense que c'est important d'amener une nuance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec des Microsoft puis des Google. C'est peut-être de choisir pourquoi. Donc, au bureau, pour le travail sur les données de médicaments, qu'on a du copyright, mais qu'il n'y a aucune donnée de santé des patients, puis tout ça, on travaille dans l'environnement Microsoft. Et il n'y a pas d'enjeu avec ça. Donc, ils en ont parlé plus tôt, d'identifier et de segmenter l'infrastructure en fonction des besoins. Pour nous, on a vraiment bâti une infrastructure pour les clients, où est-ce que c'est nos données de production, puis c'est là que les données de santé vont être échangées. Et pour ce bout-là, on voulait faire aucun compromis sur la localisation et la juridiction qui allait couvrir les données. Par contre, pour tout le reste, puis je vous dirais que les opérations d'une entreprise de 80 employés, il y a quand même beaucoup d'autres choses que les données en production. Ben, on peut quand même fonctionner avec des fournisseurs américains ou avec d'autres choses. Il faut juste en être conscient. Puis se poser la question pour chaque chose, est-ce que ça, je peux me permettre que ce soit à l'extérieur du pays ou pas? Fait que je pense que la réflexion commence là. Puis après, évidemment qu'il y a des coûts associés à ça, mais je pense que c'est un coût d'opportunité, aussi une gestion de risque. Et ben, c'est intéressant parce que dans notre modèle, nous, c'est à ça qu'on sert, c'est venir gérer le risque pour les cliniciens. Est-ce que on vient exposer le patient à des risques en lui donnant un médicament? Mais de la même façon, est-ce que je viens exposer mes clients à un risque en permettant que les données soient à l'externe? Ou ben, je vais couvrir ça, mais je suis prête moi-même pour ma pratique opérationnelle à externaliser une portion en sachant que j'ai des backups puis que je suis capable de me revirer de base si jamais tout plante puis qu'on n'a plus accès. Fait que c'est toute cette gestion-là que je pense qu'il faut considérer. merci. Je n'ai toujours pas d'autres questions. Ma question un peu plus philosophique, peut-être. On parle de souveraineté des données, on opère au Québec ou au Canada. En fait, il y a deux questions, une plus pratique par rapport à la philosophie, mais les entreprises américaines, là, qui font affaire présentement et qui sont sujets au Cloud Act américain, là, ils ne peuvent pas se soustraire à ces exigences-là d'un accès là, aux données de la part de leur gouvernement. Je veux dire,
nous, c'est sûr qu'on a déjà nos lois au Canada et tout ça, puis si en plus on est sujet à des pouvoirs extraterritoriaux, je peux comprendre que c'est problématique. Mais comment les entreprises américaines deal, si on veut, avec cet enjeu-là? De savoir que, dans le fond, les données très sensibles peuvent être complètement capturées par leur gouvernement. Je peux me risquer un premier élément de réponse. C'est sûr que le Cloud Act, c'est pas une loi en guillemets sauvage. C'est-à-dire qu'il y a quand même certaines exigences que le gouvernement doit démontrer pour justifier un accès aux données. Donc, il ne peut pas juste arriver et dire j'accède aux données parce que ça me tente. Ceci étant dit, dans le contexte actuel avec l'administration américaine, on voit qu'il y a quand même des précédents qui sont créés qui peuvent nous faire imaginer qu'on pourrait arriver justement à ça. Qu'une administration pourrait dire oui, je veux avoir accès aux données parce que ça me tente. Donc, c'est un petit peu je fais écho à un des discours qui a été fait par notre premier ministre, Mark Carney, où on a dit on arrive dans un nouvel ordre mondial. Ben, je pense que c'est un peu à ce niveau-là qu'il faut réfléchir aussi. On est dans un contexte présent, mais il y a un contexte géopolitique qui est très, très changeant et qui fait en sorte qu'on ne sait pas nécessairement comment cette loi-là pourrait évoluer, être interprétée ou manipulée dans le contexte actuel. Frédéric, je ne sais pas si tu voulais élaborer un peu plus ou rajouter quelque chose, parce que c'est toi le spécialiste en conformité. Ben, je ne sais pas si j'ajouterais ça, puis je vois qu'il y a une autre aussi question dans le chat. Peut-être que je vais la prendre aussi avant qu'on manque de temps. Oui. Est-ce que ça va? Donc, la question est, est-ce que dans le contexte canadien actuel, la souveraineté des données impose d'aller au-delà des SOP classiques de Data Integrity dans le QMS? Faut-il créer de nouvelles procédures spécifiques pour encadrer la localisation, l'hébergement ou l'accès aux données scientifiques? Bien, je vais donner la réponse du consultant classique, là, c'est un oui et non, au sens où je pense que l'approche de gestion des systèmes par le risque, c'est pas d'hier, là, ça fait longtemps que ça existe. On parle maintenant c'est beaucoup plus clair qu'on veut explorer des questions de risque qui sont liées aux données. Donc, ces éléments-là devraient être intégrés dans votre processus d'évaluation de système puis d'évaluation de système informatique. Donc, dans la mesure où certains risques vont ressortir, bien, vous allez potentiellement avoir des mesures de mitigation qui vont vouloir dire déployer certains contrôles qui pourraient être des procédures. Donc, je vois que pour ce qui est d'encadrer la localisation, l'hébergement, l'accès, ça va faire partie du mécanisme qu'on a décrit un peu plus tôt. Donc, vous allez évaluer le risque, voir si dans votre situation, on doit l'héberger localement. Puis, c'est la définition de votre système qui va prendre le contrôle sur ces réponses-là. Donc, ce ne sera pas nécessairement une question disons, de nouvelles procédures, mais ça va être une question de respecter votre processus de gestion des systèmes par le risque, puis d'appliquer des mesures de mitigation qui sont adéquates à votre situation. Je ne sais pas si ça répond bien à la question là. Bien, merci, Sam, pour la question et la réponse, Frédéric. On arrive à l'issue du temps, en fait, de la période qu'on s'était donnée. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense que ça vaut la peine de poursuivre les échanges là-dessus. C'est un sujet, comme je disais, qu'on a moins traité chez Bio-Québec, mais qui prend de plus en plus de place, là. La gestion des données, ça a toujours été important, mais on n'avait pas eu l'occasion encore d'offrir du contenu à ce sujet-là. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci aux participants qui se sont joints. Il y a un suivi qui va être fait par courriel avec le PowerPoint, là, la présentation. L'enregistrement va être disponible sur notre chaîne YouTube. Et ben, on suivait notre page LinkedIn pour voir nos prochains événements, mais je pense que c'est un thème qu'on va réaborder chez Bio-Québec dans les prochains mois. Là, ça me semble s'imposer. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon mardi. Un bon Merci lundi. beaucoup. Donc, Au revoir tout le monde, merci. Bye. Bonne journée. Au revoir tout le monde.